Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans le premier épisode du podcast AI O'Clock de Morocco AI, une initiative menée par des experts en intelligence artificielle au Maroc et à l'étranger pour promouvoir le développement de l'IA au Maroc. Vous pourrez retrouver cet épisode sur vos plateformes de streaming préférées, Spotify, SoundCloud, mais également sur YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn de Morocco AI. Le titre de cet épisode est de l'éducation à l'innovation, quid de l'IA, et nous allons y aborder deux thèmes. Donc, le premier serait IA, quel modèle pour l'éducation à l'ère du digital? Et le second est IA, quel modèle industriel, R&D et innovation pour une réinvention digitale? Et pour ce faire, nous avons le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Karim Beina, donc professeur d'enseignement supérieur à l'ENSIAS depuis 2004, donc École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes à l'Université Mohamed V de Rabat au Maroc. Ses domaines de recherche, de formation et de conseil portent sur la transformation digitale, le big data, l'intelligence artificielle, l'architecture d'entreprise, le business process management et le service oriented architecture. Il a une centaine de publications scientifiques et a servi une vingtaine de fois comme keynote speaker dans des conférences internationales. Il a été plus d'une dizaine de fois professeur invité dans des universités internationales. Il était ingénieur également en informatique et mathématiques appliquées à l'ENSIMAG en 1999 à Grenoble en France. Il a aussi cofondé deux startups en France, Angel Assistance sur la vidéoprotection intelligente des personnes âgées et puis BioExpert également en e-learning pour les médecins en 2000, donc bien avant la naissance de Wikipédia ou encore des fameux MOOC. Il a décroché son doctorat en informatique en 2003 à l'université Henri Poincaré à Nancy en France et il a ensuite mené son projet postdoctoral la même année à l'UNSW, donc University of New South Wales à Sydney en Australie. Et puis pour finir, il est également poète et est en train d'éditer son premier recueil de poésie en arabe intitulé Khawarizmiyat Ahya al-Ruh ou Algorithme pour la renaissance de l'âme en français chez la maison d'édition Dar al-Aman Araba. Donc tout d'abord, Ramadan Mubarak Karim, مرحبا بك معنا سي كريم et merci d'avoir accepté notre invitation. Ramadan Mubarak Karim, ravi de partager avec toi euh, mes opinions autour du digital, de l'intelligence artificielle au Maroc. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Donc, si vous acceptez bien, on peut commencer par attaquer le premier thème, qui va donc être l'IA. Quel modèle pour l'éducation à l'ère du digital? Donc, je pense qu'on est tous d'accord que l'intelligence artificielle prend aujourd'hui de plus en plus d'ampleur dans notre quotidien. L'IA a la capacité de relever certains des plus grands défis qui se posent dans le domaine de l'éducation aujourd'hui et de développer des pratiques d'enseignement et d'apprentissage innovantes plutôt. Donc vous, en tant que professeur de l'enseignement supérieur, qu'est-ce qu'à votre avis une bonne formation en IA? Au fait, si avant de répondre à cette question, je voudrais faire un petit pas en arrière autour de l'IA. Au fait, l'informatique, en particulier et la technologie en général, euh, évolue. Et l'IA Ouais. devient la nouvelle génération de l'informatique. Donc, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est finalement juste la nouvelle génération de la technologie informatique. Avant, le concept d'alphabétisation était limité à lire-écrire, puis après, avec l'informatique, ceux qui ne savaient pas manipuler un clavier et une souris, euh, ils étaient considérés décalés, en retard. Et puis après, ceux qui ne savaient pas manipuler un smartphone étaient devenus, grosso modo, une sorte d'analphabète. Et puis aujourd'hui, on peut considérer que l'alphabétisme, c'est la sensibilité à l'IA, c'est la connaissance des usages de l'IA, des algorithmes de l'IA. Donc, euh, pour moi, l'IA, c'est la nouvelle informatique. En fait, l'informatique, c'était l'automatisation. Puis après, avec le machine learning, c'est l'automatisation de l'automatisation. Puis après, avec l'automachine learning, c'est l'automatisation
de l'automatisation. Donc, on est vraiment dans un continuum. Maintenant, pour répondre à ta question, quelle est la bonne formation en IA? C'est tout d'abord une bonne formation en informatique, D'accord. c'est-à-dire avec les fondamentaux de l'informatique théorique, des mathématiques pour l'ingénieur, de tout ce qui est calculabilité, de tout ce qui est décidabilité, théorie des langages, de tout ce qui est, c'est-à-dire l'informatique de base historique, et puis par la suite, bâtir sur ce socle fondamental un socle lié purement à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, aussi bien symbolique, aussi bien symbolique que numérique, que lié au graphe, que lié aux images. Donc symbolique, ben, tout ce qui est logique des prédicats, tout ce qui est web sémantique, numérique, ben, tout ce qui est algorithme de machine learning tabulaire sur des données numériques, donc tout ce qui est apprentissage supervisé, semi-supervisé et non supervisé, mais autour des D'accord. chiffres. Et par la suite, ben, tout ce qui est associé aux réseaux sociaux, à l'analyse de réseaux sociaux, et tout ce qui est à base d'imagerie et de vidéos, de deep learning, etc. Mais ce que je voudrais surtout dire, une bonne formation à l'IA, c'est une formation qui n'est pas juste une formation d'usage, une formation d'utilisateur, mais une formation de connaissance de la boîte noire, c'est-à-dire les, les, vraiment la partie algorithme. Et donc, il faut former des algorithmiciens et pas former juste des utilisateurs Ouais. d'une certaine technologie. Du coup, maintenant, enfin, j'aimerais plutôt qu'on se pose la question, qu'est-ce que l'IA peut faire pour l'éducation? Et dans ce sens-là, donc, comment pensez-vous, par exemple, que le Maroc pourrait tirer profit de l'IA afin de faciliter l'accès à une éducation de qualité? Bon, en fait, je peux vous dire que ces dernières années, il y a eu une augmentation d'effectifs. Donc, avec les initiatives, donc déjà dans le supérieur, euh, des 10 000 ingénieurs, des 3 000 médecins par an, etc. Et puis aussi le nombre de bacheliers qui, euh, qui obtiennent leur bac. Donc, il y a d'un côté l'augmentation d'effectifs, Ouais. ce qui fait que le taux d'encadrement, il est réduit. Et puis d'un autre côté, avec la crise actuelle, le distanciel a compliqué l'encadrement. Donc, si vous voulez, l'augmentation d'effectifs et le distanciel dû à la pandémie font qu'il n'y a vraiment plus de relation de one-to-one, de proximité, d'encadrement euh, enseignant-apprenant. Et du coup, les méthodes classiques qui ne sont pas digitales, eh ben, ils trouvent leurs limites de passage à l'échelle, leurs limites de personnalisation du contenu, de personnalisation de la pédagogie, et d'autant plus que nos étudiants sont de la nouvelle génération, qui ont soif du digital, et du coup, il faut changer. Alors, la question, c'est comment l'IA peut aider. En fait, l'IA pourra permettre de mieux connaître l'apprenant. Vous savez, quand on est dans un cours en distanciel, euh, s'il n'y a pas d'interaction, ben, on perd le contact. C'est très différent du cours en présentiel. Donc, avec l'approche à base de données, l'IA pourra nous permettre de mieux connaître l'apprenant, détecter ses compétences cognitives, émotionnelles, repérer les cas critiques, les cas en difficulté, repérer finalement les élèves susceptibles de décrochage ou de quitter l'école, mieux Ok. connaître les profils psychologiques. Vous savez, avec la crise, il y a des signes de détresse, de burn-out, que si on n'a pas de data, on ne peut pas vraiment appréhender. Ouais. Aussi, l'IA pourra permettre de mieux valoriser la collaboration de groupe et l'innovation collective, peut-être les aider à mieux brainstormer, à travailler en groupe, à mieux reconnaître les talents, détecter les talents, favoriser le team building, stimuler une sorte d'intelligence collective, Ouais. Mais de créativité. j'entends On carrément ce que peut vous dites. également, on peut également imaginer que l'IA permettra de mieux connaître les attentes des apprenants, les aider à mieux customiser leur parcours, euh,
faire une meilleure correspondance entre les profils, les parcours pédagogiques, les rendre plus autonomes avec les chatbots, améliorer leur employabilité, comment positionner un CV sur un marché du travail, comment aider un étudiant à se positionner par rapport à une offre de filière ou à des modules Ouais. à la carte, ou recommander des parcours de carrière, énormément énormément de pistes, sans oublier que l'IA pourra aider à digitaliser les process stratégiques. On parle de réforme de l'enseignement. On peut également utiliser l'IA dans les process stratégiques des diagnostics des défaillances du système d'enseignement, de comparaison des scénarios de réforme ou même d'exploration de meilleures opportunités d'offres pédagogiques, sans parler bien évidemment des tâches redondantes des process administratifs euh, liés. Alors, il y a un manque aussi de postes budgétaires, un manque de ressources. Et l'IA pourra aider dans tout ce qui est gestion d'emploi du temps, gestion des salles, correction massive des copies d'examen, détection de fraude. Vous savez, avec le distanciel, la fraude dans le monde, elle a augmenté dans l'enseignement. Et donc, l'IA pourra aider dans beaucoup de process administratifs, gestion de délibération, Est-ce que je peux juste vous interrompre deux réduction des minutes? temps de réunion, etc. Ouais. Non, mais bien sûr, enfin, tout cela, enfin, ce sont des points vraiment hyper importants à mettre en évidence. Mais du coup, là, nous parlons un peu d'une utopie, parce que nous parlons, voilà, enfin, ce que l'IA peut faire pour l'éducation. Mais la question qu'on prenait aussi, est-ce que au Maroc, par exemple, est-ce que nous avons l'infrastructure nécessaire pour mettre en place de telles stratégies et pour prendre de telles initiatives, justement? Donc, et sinon, qu'est-ce qui manque et quel est le chemin à suivre pour atteindre justement cet Eldorado un peu de l'IA au service de l'éducation? En fait, tout d'abord, avant de commencer de parler de l'IA et du digital, il faut parler de connectivité. Au Maroc, les frais télécoms sont encore élevés par rapport aux universités et aux étudiants. Donc, il faut réduire les frais télécoms. Encore. Aussi, chaque étudiant devra avoir les bons devices, les bons outils matériels pour donc utiliser, bien profiter de cette connectivité. Notamment, par exemple, éliminer la TVA et le droit de douane sur le matériel lié à l'enseignement et à la recherche, par exemple. Ok. Générer des offres de téléphone intelligents pour les étudiants. Sans parler, par exemple, de la mise en place de serveurs de données et de calcul. Parce que si on veut faire de l'IA, par exemple, sur de l'enseignement, des data d'étudiants, il va falloir des serveurs de données et de calcul. Ouais, Et ça, donc, notamment, il y a des universités qui ont commencé à mettre en place des clouds privés pour justement accompagner ce e-learning, etc. Et pour ne pas non plus être dépendant des GAFAM et laisser les notes des étudiants et laisser les examens ouais. chez, par exemple, Google ou Facebook ou autre. Aussi, il faut remettre l'apprenant au centre du modèle de développement de l'enseignement. Vous Ok. savez, Singapour, quand elle a mis en place Singapour Smart Nation, la première des choses qu'elle a mis en place, c'est une éducation massive à l'IA, aussi bien au niveau scolaire, secondaire qu'universitaire. Donc, il faut vraiment faire une conduite de changement, mais depuis la base, pour pouvoir changer les mentalités, sans parler des réglementations qui, quelquefois, sont pas assez flexible. Alors, avec le Covid, on a eu des soutenances de thèse à distance, on a eu des télé-examens, on a eu des soutenances de master, de PFE, d'ingénieur à distance. Et on a un petit peu, c'est-à-dire innové en termes de pratique, bien que les réglementations n'étaient pas encore à l'heure. Et donc, il va falloir institutionnaliser, formaliser ces bonnes pratiques dans les réglementations de la gestion de l'enseignement D'accord, et d'accord. sortir un petit peu des sentiers battus. Ouais. Bah là, vous parlez beaucoup de l'apprenant. Donc, moi, j'aimerais en fait juste le repositionner un peu dans le triangle pédagogique qui représente donc les trois pôles fondamentaux de l'éducation, qui sont le savoir, l'enseignant et donc bien sûr l'apprenant. Et donc,
par rapport à ça, enfin, j'aimerais aussi vous poser une question, si vous le permettez, sur comment, à votre avis, l'IA pourrait impacter chacun de, de ces trois pôles. Là, vous avez beaucoup parlé de l'apprenant, mais donc, qu'en est-il alors du savoir et de l'enseignant? Alors, effectivement, pour l'apprenant, il va être plus autonome, mieux suivi par son enseignant, plus intégré au sein du groupe pédagogique, plus productif, plus employable. Dans le triangle savoir, enseignant et apprenant, le savoir va être beaucoup plus personnalisé. Il ne s'agit plus d'avoir un savoir qui est lié à une promotion, à une filière, Hmm. mais plutôt un savoir personnalisé, de précision, one-to-one par rapport à un profil d'apprenant et des attentes d'apprenant. Le savoir pourrait être, grâce à l'IA aussi, plus dynamique et en phase avec les attentes et les questionnements donnés, et pas figé sur un support physique, euh, papier, slide ou document ou disque dur, mais assez dynamique, donc un savoir vivant, un savoir temps réel qui n'est pas lié à une année universitaire ou à une étude bibliographique entérinée, mais surtout à l'actualité. Quand je parle d'actualité, ben, en fait, l'enseignant se transformera aussi, transformera ses usages. Il va être, un, allégé de tout ce qui est processus support administratif et les tâches redondantes que l'enseignant doit faire. Il va être plus focalisé sur le cœur métier de la pédagogie et sur la relation didactique qui va le lier dans le triangle Ouais. savoir, au savoir et dans sa relation pédagogique, le liant à l'apprenant. Le fait que le savoir va être plus temps réel permettra à l'enseignant d'être plus au courant des nouveautés, à savoir des nouveautés scientifiques et techniques, mais aussi des nouveautés du marché, des besoins du marché. Il pourra également être plus au courant des situations cognitives, mentales et émotionnelles de ses élèves. Et donc, ceci améliorera forcément ses pratiques et son expérience pédagogique. Donc, je crois fortement à la transformation de l'IA aux différentes dimensions du triangle savoir, enseignant et apprenant. Ok. Ben, du coup, maintenant, j'aimerais faire un petit shift vers le marché de l'emploi pour aussi faire la transition vers notre deuxième thème de ce podcast. Mais du coup, maintenant, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est comment pensez-vous, du coup, justement, que toutes ces formations que l'on veut prodiguer en IA au Maroc, comment elles pourraient être adaptées au marché de l'emploi marocain? Enfin, déjà, est-ce que le sont déjà? Et sinon, comment est-ce qu'on pourrait améliorer et plus cibler peut-être le marché d'emploi français ou marocain, ou même les deux, avec les formations prodiguées au Maroc? Vous savez, durant les dernières années, plusieurs établissements universitaires de l'enseignement supérieur, euh, facultés et écoles d'ingénieurs, ont proposé des masters et des filières de facultés d'ingénieurs liées à tout ce qui est big data. Donc, il y a eu une effervescence de masters et de filières. Et puis, aujourd'hui, il y a une certaine banalisation, on va dire, de la big data. Elle devient standardisée, stabilisée, et on passe à quelque chose de beaucoup plus opportun, qui est la data science et l'intelligence artificielle. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de filières d'ingénieurs et de facultés qui ont été récemment déposées pour accréditation, donc pour une ouverture septembre prochain. Je peux D'accord. dire qu'au niveau déjà de l'ENSIAS, il y a une filière en ingénierie, en intelligence artificielle qui existe déjà depuis 2 ans, mais il y a eu nouvellement le dépôt de plusieurs filières, génie de la data, donc data engineering, data science et IoT, business intelligence and analytics, smart logistics and supply chain, industrie 4.0 et système embarqué, sans parler de plusieurs masters professionnels et de recherche relatifs à l'IA, à la big data, à la data science et l'analytics. Donc, je peux vous dire que les enseignants, ils sont assez à jour par rapport aux attentes, aussi bien du marché national, régional qu'international, parce qu'en fait, on enseigne pour un besoin international aussi.
Exactement. L'ingénieur digital, c'est un ingénieur citoyen du monde. Donc, l'enseignant, euh, il est vraiment, au niveau de l'enseignement supérieur, il est au courant des attentes et croyez-moi, il y a vraiment une agilité et une volonté de créer des ingénieurs et des masters aussi bien euh, employables dans le marché de l'emploi, mais aussi avec des profils de création d'entreprises, euh, d'innovation. Et donc, oui, il y a cette volonté de changement d'offres pédagogiques. Maintenant, ben, il faut donner le temps pour tester des expériences et pour améliorer cette expérience d'offres pédagogiques en regardant un petit peu les retours du marché national, régional et international par rapport à ces offres. Ok, ben, puisque vous parlez du marché national et international, ben, passons donc au milieu industriel et donc attaquons notre deuxième thème de ce podcast qui est donc, je le rappelle, IA, quel modèle industriel, R&D et innovation pour une réinvention digitale. Et donc, de toute façon, on sait que dans une ère de révolution digitale accrue, l'intelligence artificielle devient pertinente pour l'innovation. Il existe déjà aujourd'hui, comme on peut le voir, de nombreuses tâches qui peuvent être améliorées, accélérées ou même partiellement autonomisées grâce à l'utilisation de l'IA. Donc, est-ce que vous pourrez partager avec nous votre opinion sur la place de l'IA dans la révolution digitale que vit le Maroc actuellement et qui de plus a été accélérée, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'épidémie que nous vivons en ce moment? Alors, effectivement, le Maroc était déjà en bon chemin vers la transformation digitale et la révolution euh, digitale. Euh, Maintenant, il est vrai que la crise a accéléré tout cela. C'est positif aussi. Il n'y a pas que des Mm. éléments négatifs dans la crise. Mais je peux dire qu'il y a trois comportements majeurs au Maroc face à l'IA. D'accord. Il y a une première position de peur, de frilosité ou de déni. Il y a une deuxième position de réactivité et d'adaptation au changement. Alors, tout d'abord, le citoyen lambda, pour une survie économique, sociale et mentale liée au Covid, ben, le premier axiome, c'était il faut se doter d'une connexion, voire de plusieurs connexions. La deuxième chose, ben, il y a eu une grande soif d'information, ce qui a dynamisé au fait les réseaux sociaux en termes de nécessité de maintenir une bonne santé mentale et une bonne intégration sociale. Ça a repositionné les places des réseaux sociaux, des applications stimulant la réactivité, la créativité, multimédia, musique, dessin, montage audio, images, vidéo, et puis des applications de divertissement, vidéo on demand, jeux vidéo, aussi l'achat en ligne, la location, la vente en ligne, la livraison à domicile pour des besoins basiques pour se ravitailler, continuer ses activités économiques, sans parler bien évidemment de la continuité pédagogique euh, et des différentes chaînes de télévision et de portails de e-learning. Bien évidemment, tous ces services-là se basent sur l'IA. Exactement. Par rapport au milieu entreprise et administration publique, beaucoup de chatbots ont vu le jour en assurance, en habitat, en transport aérien, en services bancaires, en banque des affaires, aussi beaucoup d'usages de télétravail, de services de télétravail, de conférences, de e-learning, de MOOC, notamment à base de systèmes de recommandation IDIA. Tout ce qui est e-gouvernement, ben, il y a eu l'ouverture de bureaux d'ordre digital, le guichet électronique des courriers, le parapheur électronique. En e-commerce, il y a eu la réduction de l'usage du cash avec beaucoup de le cash qui est finalement un vecteur de transmission, avec beaucoup de mobile payments, de paiement par Internet. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu une mobilisation via les réseaux sociaux pour tout ce qui est crowdfunding et pour venir en aide aux personnes nécessiteuses et fragiles. Sans parler des fake news. Les fake Mm. news qui ont eu une effervescence pendant cette pandémie et il fallait donc avoir une chasse
une chasse dans les réseaux sociaux derrière les fake news. Ça, c'était par rapport à la position de réactivité, donc l'usage du digital et de l'IA en tant que pour réagir à la pandémie. Maintenant, par rapport à la proactivité. Par Exactement. rapport à la proactivité, c'est vrai que l'État, il a orienté le changement et accompagné le paradigme shift de l'IA. Comment? Tout d'abord, en banque digitale. Il faut dire qu'en avril 2020, la banque, la banque du Maroc, Banque al Maghrib, elle a publié une circulaire qui modifie les conditions de rentrée en relation et d'ouverture de compte en ligne. Et donc, un citoyen marocain, il peut ouvrir un compte euh, euh, bancaire en ligne en utilisant euh, des techniques d'intelligence artificielle comme la reconnaissance faciale, par exemple, la reconnaissance de caractère, etc. Euh, il y a eu également des investissements dans des startups euh, qui sont à base d'IA. Par exemple, la Caisse centrale de garantie, à travers son fonds Maroc numérique, Fund 2, qui soutient les startups technologiques, ben, elle a investi 10 millions de dirhams dans une seule startup spécialisée en IA. Ça, c'était en novembre 2020. Sans parler de la recherche scientifique, en janvier 2021, ont été signés des contrats de programme du programme Al-Khawarizmi, initié par le ministère de l'Éducation nationale pour la recherche, le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec le ministère de l'Industrie, l'Agence du développement du digital et le Centre national pour la recherche scientifique et technique, le CNRST. Donc, ils ont débloqué 50 millions de dirhams pour financer 45 projets de recherche. Il y a eu 251 projets soumis initialement. Et ces projets de recherche ils sont développés au sein des universités et d'institutions de recherche marocaines dans le domaine de l'IA et ses applications. 40% sont dans la santé, mais il y a d'autres 40% dans la santé vu le contexte de pandémie, mais il y a d'autres secteurs. Donc, projet de R&D lié au tourisme électronique, donc e-tourisme, enfin, les applications électroniques de e-tourisme, l'éducation et la pédagogie, euh, le smart logistics et la supply chain, l'agriculture de précision, l'énergie, eau et environnement, l'industrie 4.0, même la justice 4.0 et les villes intelligentes. Sans oublier tout dernièrement le 28 avril 2021, le CNDH, qui est le Conseil national des droits de l'homme, il a annoncé le lancement des concertations nationales sur l'intelligence artificielle D'accord. et l'impact de ses utilisations potentielles sur les droits de l'homme. Donc, si vous voulez, ça, c'est le côté purement éthique. Il y a le côté usage, il y a le côté légal, et il y a le Ouais. côté éthique également qui est important pour avoir une IA au service du citoyen. Ouais. Mais là-dessus, justement, enfin, déjà, merci beaucoup enfin, pour toutes ces informations. Mais du coup, moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est que je, je comprends bien que l'État fournit beaucoup d'efforts pour faire adopter l'IA, justement, dans l'industrie marocaine. Mais dans ce cas, à votre avis, qu'est-ce qui expliquerait la réticence encore de plusieurs entreprises marocaines à intégrer l'IA dans leur activité quotidienne? Et comment pourrions-nous peut-être les convaincre à franchir ce cap? Qu'est-ce Qu'est-ce qui cloche en fait? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'aide de l'État, il y a beaucoup d'encouragement de l'État, et pourtant, il y a encore beaucoup d'entreprises marocaines qui n'osent pas encore franchir ce cap-là. Je ne sais pas ce qui se passe et qu'est-ce qui se passerait à enfin, comment vous expliquez un peu ce comportement? Au fait, j'avais dit qu'il y a trois positions. Et la première position au Maroc face à l'IA, c'est le déni, la frilosité ou la peur. Alors, tout simplement, il y a des organisations, des administrations ou des entreprises qui sont dans l'attentisme, De quoi? qui attendent, qui attendent de voir un petit peu les pionniers, par exemple, technologiques, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme retour sur investissement, est-ce qu'il va y avoir des échecs, est-ce qu'il va y avoir des réussites, est-ce que le marché il va pouvoir absorber et consommer des services liés à l'IA. Donc, il y a pas mal d'entreprises qui sont toujours dans des tactiques d'imitation. Et ils attendent de voir les grands du marché industriel, leur réussite, leur feedback pour pouvoir se lancer. D'accord. Il y a d'entre eux ceux
qui ont du déni. C'est-à-dire, ben, pour eux, l'IA, bon, c'est peut-être à la mode, c'est peut-être une tendance, et ils attendent de voir un petit peu la stabilisation de l'IA. Peut-être ils disent c'est juste un effet de mode. Donc, Ok. il y a une non-compréhension du bouleversement des organisations et des métiers qui va être provoquée par l'IA. Pour cela, il y a nécessairement un peu une obligation de changement de mentalité et d'éducation du marché, parce que le marché n'est pas encore assez éduqué face à la vague de l'IA, face à son impact sur les métiers, face à son impact sur les usages en général. Ok. Mais dans ce cas, Il y en allez, a qui sont dans le refus du changement. Et au fait, tout le temps, quand il y a eu des innovations, il y a toujours un certain ensemble d'acteurs qui refusent le changement parce que un changement, c'est une sortie de la zone de confort, c'est une sortie de ce que l'on maîtrise déjà. Et donc, il y en a qui vont finalement vouloir rester dans leur zone de confort, etc. Maintenant, c'est aussi une peur de prise de risque. Il va falloir accompagner et l'État doit faire preuve d'interventionnisme pour pouvoir faire bouger ces entreprises ou ces administrations euh, hors de leur zone de confort parce que euh, je crois fortement que l'IA n'est pas un luxe, c'est vraiment une obligation. Maintenant, il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire que euh, il y a une forte immigration des talents. Et donc, les talents, ils vont vers les pays qui se développent digitalement et qui ont déjà opéré cette réinvention digitale à base de l'IA. Donc, il va falloir retenir ces talents, parce que qui va développer cette IA, sinon les jeunes talents. Il y a aussi l'absence de data à noter, parce que les GAFAM, ils font de l'IA, c'est bien beau, mais c'est parce qu'ils disposent de la data mondiale et de la data à noter. On travaille tous pour les GAFAM. oui. Mais justement, En commentant du contenu, en, en, en décrivant le contenu de CAPTCHA, en votant, en annotant des images, des vidéos pour le divertissement, on est en train de fournir de la metadata. Et donc, si vous voulez, ce manque de données et de données annotées doit être résolu. Alors, comment les convaincre? C'est ça aussi hmm. la Mais question. j'arrive justement à cette question-là parce que là, vous parlez des pionniers de l'IA, vous parlez des GAFAM. Mais justement, enfin, là, j'ai lu dernièrement dans un magazine que plusieurs géants du numérique, tels que Google ou Amazon, commencent justement à vouloir conquérir le marché africain et à vouloir s'y implanter de manière permanente. Ce marché africain qui est encore fertile, justement, enfin, par rapport à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Mais donc, à votre avis, comment le Maroc pourrait-il tirer profit justement de l'intérêt croissant des GAFAM pour l'Afrique afin de les encourager à investir davantage dans le pays et ne pas aller dans d'autres pays, par exemple, comme l'Afrique du Sud? Alors, euh, vous savez, le Maroc, c'est un environnement géostratégique et politique stable. Et ça, on en est fiers Ouais. et, euh, et les investisseurs sont, on va dire, réconfortés de cette position du Maroc. Maintenant, le problème de la ressource qui, euh, qui sont aspirés, il faut le dire, par des pays qui se digitalisent rapidement, euh, si on veut attirer les GAFAM à plus investir, il faut préparer les talents. Alors, préparer les talents, c'est préparer de l'offre pédagogique à partir de l'université pour qu'il puisse y avoir des diplômés en IA, de bons diplômés en IA, et on a de très bons talents qui, à travers le monde, quand ils partent, ils sont bien accueillis et on n'a rien à envier aux diplômes à l'international. Maintenant, il faut les garder sur place pour pouvoir avoir eh ben, euh, cette, euh, cette jeunesse qui va développer cette IA. Il faudra
aussi préparer des ingénieurs entrepreneurs, créateurs d'emplois, pas forcément des chercheurs d'emploi, parce que dans l'IA, il y a cet esprit d'entrepreneuriat, de prise de risque, d'innovation, et il faut des gens qui sortent un petit peu des sentiers battus, des innovateurs, des start-upers dans le digital et dans l'IA. Alors, quand je dis innovateur start-upper, ça peut être des ingénieurs qui ont un esprit d'intrapreneur, pas forcément créateur d'entreprise, mais déjà d'entrepreneur. Aussi, il va falloir préparer l'écosystème des fournisseurs de services avec des clouds souverains nationaux, avec des incubateurs, des Fab Labs, des Digilabs, des Digital Factories. Et là, le rôle aussi bien des associations, des regroupements industriels que de l'État pour pouvoir donc proposer des services communs aux entreprises, aux petites PMI, PME qui seront dans l'écosystème de ces géants du numérique. Il faut aussi préparer le consommateur parce que si le consommateur n'est pas prêt à bien consommer ces services digitaux à base d'IA, s'il n'a pas confiance en cette IA, eh bien, les services qu'offriront ces entreprises ne seront pas consommés finalement. Sans oublier l'aspect de réglementation et de charte nationale. Il faudrait dire que des initiatives comme Smart Dubai, par exemple, ou Singapour Smart Nation ont été accompagnées par une éducation massive du marché et du citoyen et par des débats nationaux autour de l'IA, autour du digital, avec des textes de loi et avec des chartes d'éthique nationales qui permettent un petit peu de réglementer l'usage des données privées, l'usage des algorithmes et de l'IA. Et il faut mettre donc des task forces qui rassemblent des sociologues, des philosophes, des anthropologues, des juristes, des universitaires et des citoyens de tout profil, en plus des technologues, pour contribuer à des chartes éthiques digitales, data, algorithmes et IA. Cela va semer la confiance, la transparence et protégera la vie privée et le libre droit du citoyen dans une société et dans un milieu professionnel où il y a une souveraineté de l'État contre tout tiers. Parce que oui, il faut accueillir ces GAFAM, mais il faut quand même garder la souveraineté digitale contre ces GAFAM. D'où ma question, enfin, d'où ma prochaine question justement, qui est, pensez-vous justement que le Maroc, ou qu'est-ce que le Maroc pourrait faire pour devenir un pays leader dans l'IA sans forcément parler des GAFAM, mais vraiment le Maroc en tant que pays, en tant qu'unité en soi, comment le Maroc pourrait se démarquer des autres pays africains, voire des pays mondiaux à terme, pour pouvoir justement tirer son épingle du jeu et mener la course en tête dans cette course pour l'IA. Au fait, le Maroc, s'il veut vraiment bien se positionner, il va falloir qu'il soit un fournisseur de produits IA et pas juste un consommateur. Et pour Exactement. ça, il va falloir qu'il ait une stratégie sud-sud. Une stratégie sud-sud. Euh, Aujourd'hui, le Maroc, il est bien intégré industriellement, par exemple, en Afrique, mais tout ce qui est digital, il va falloir vraiment développer des collaborations d'innovation, de digital avec l'Afrique. Il va falloir, par exemple, développer finalement des filiales d'universités en Afrique, des réseaux d'incubateurs panafricains, des réseaux de mobilité d'étudiants, de jeunes talents diplômés, euh, en- entrant et sortant avec l'Afrique, des marketplaces africains, des réseaux sociaux africains, pourquoi pas des réseaux de blockchain africains pour Ouais, favoriser les échanges à grande échelle, exact. formaliser l'informel. Et il y a des pratiques purement africaines. Le microcrédit, la tantine en arabe, DART, il y a des pratiques Ouais, hyper évoluées en Afrique qui n'existent nulle part. Le c'est vrai. crowdfunding, le social business, fédérer des coopératives, des associations et des regroupements d'industriels panafricains pour dynamiser le marché de l'art, de l'artisanat, du crédit, microcrédit, de l'agriculture, du secteur minier, etc., etc., pour favoriser
une intégration économique africaine qui est encore timide et qui n'est pas encore à son rythme, à son rythme de croisière. Vous Ouais. savez, pourquoi je parlais d'Afrique? Parce qu'au fait, aujourd'hui, il faut avoir une force de frappe. Il faut avoir une force de frappe et la ressource, c'est le nerf de la guerre. La jeunesse, elle se trouve en Afrique. Et donc, la jeunesse du monde va se trouver en Afrique. L'Afrique a beaucoup d'avenir devant elle, industriellement, dans sa révolution industrielle, dans sa réinvention digitale. Et donc, le Maroc devra s'intégrer dans son milieu africain. Pourquoi aussi? C'est pas juste parce que c'est une opportunité, la collaboration sud-sud. Mais il faut savoir que une méthodologie, une organisation occidentale ne peut pas digitaliser un pays en l'absence de connaissance de sa culture. Le Maroc, il a une culture africaine. Et donc, on ne peut pas offrir des services digitaux de qualité si on ne se digitalise pas. Et on ne peut pas se digitaliser ou se transformer digitalement sans mettre l'humain au centre. Et pour mettre l'humain au centre, il faut connaître la culture de cette société. Il faut connaître cet humain. Et donc, le Maroc s'est intégré industriellement. Il faut qu'il s'intègre digitalement dans cette euh, transformation digitale de l'Afrique pour pouvoir donc fournir une force de frappe, une ressource, des talents de très haut niveau pour pouvoir donc offrir des services digitaux, des services d'IA au reste du monde et pouvoir donc attirer des investissements, attirer les grands leaders du digital et de l'IA au Maroc et en Afrique. Le Maroc comme un hub du digital pour le continent africain. On se rapproche un peu de la fin du podcast. Du coup, j'aimerais savoir si vous aviez une dernière pensée, une dernière réflexion que vous voulez partager avec nos auditeurs par rapport à ce que nous avons évoqué donc, en allant de l'éducation à l'innovation. Et donc, qu'est-ce que vous voulez dire comme dernier mot aux personnes qui nous écoutent? Vous savez, aujourd'hui, on parle de transformation digitale, de modèles de développement social, économique. On voit un petit peu la transformation qu'on est en train de vivre avec cette pandémie. Et je pense que la condition sine qua non pour que la réinvention digitale à base d'intelligence artificielle, pour que cette transformation réussisse, il faut remettre l'humain avec un grand H au centre de tout modèle de développement social, économique et digital. Donc, il faut mettre l'humain au centre. D'accord. Euh, Vraiment ça Pourquoi? le message. pour, pour veiller, quelle que soit la transformation escomptée, à lui conserver ses libertés individuelles, collectives et ses droits. Parce que finalement, quel est l'objectif d'une transformation sinon d'assurer une meilleure vie aux citoyens de demain dans une cité et dans un état de droit? J'espère que, en tout cas, qu'il y a beaucoup de gens qui se sont projetés dans ce que vous avez dit et que ça va changer un peu les choses parce que enfin, moi, personnellement, je trouve que le Maroc a du mal à prendre ce train de l'IA et c'est un train qui est en train d'aller super vite. Et je vois que même en France, nous sommes un peu à la bourre par rapport aux États-Unis, par exemple, ou par rapport à d'autres pays comme le Japon, par exemple, qui sont déjà parmi les premiers pays dans le monde à tirer profit de cette nouvelle technologie. Mais je reste positif, tout comme vous, Exactement. et espérant que le Maroc va faire va faire ce bond en avant pour rattraper son retard. Mais du coup, maintenant, Vous, sa- Vous allez-y. savez, au fait, le Maroc, c'est un grand champion des sauts de paradigme shift. C'est-à-dire, on n'a pas vécu le Minitel, on a sauté tout de suite sur Internet, et puis le filaire, il n'a pas été généralisé, qu'on est passé à la 3G, à la 4G, à la 5G. Donc, on est un champion à sauter et à accélérer des paradigmes shift. Et donc, l'IA
c'est un paradigme shift comme d'autres paradigmes shift. Je pense qu'avec le Covid, ça a accéléré la sensibilisation Mm. des usages et des technologies du digital et restant positif, beaucoup d'avenir se concrétisera, Inch'Allah, autour du digital et de l'IA au Maroc et en Afrique. Inch'Allah. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir été ici parmi nous. Donc, C'est moi. j'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir dans ce podcast peut-être pour parler d'un autre thème autour de l'IA ultérieurement. Mais encore un grand merci à vous et puis je vous souhaite une bonne fin de Ramadan et, euh, et à bientôt, Inch'Allah. Merci d'avoir écouté cette conversation avec le professeur Karim Daïna. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous avez des questions sur les thèmes que nous avons abordés dans cette interview, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la section commentaires en bas de la vidéo. Et Monsieur Baina va répondre à quelques-unes d'entre elles. Et puis, bien sûr, nous partagerons avec vous ces réponses dès que possible. Nous avons également concocté pour vous une petite vidéo bonus que je vais vous laisser aller découvrir. Vous la trouverez en suivant le lien dans la description de la vidéo. Et donc, encore merci à vous pour votre écoute. Eid Mubarak Saïd et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.